Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF sur TV78 et Radio Sensation. La semaine dernière, 10 mai oblige, nous avions des invités de gauche avec des socialistes, des ELV, des France Insoumise, des Générations. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord une étude de la fondation Fondapol, qui est une fondation de sciences politiques, qui montre que les idées de droite sont en train de grimper, non seulement en France, mais aussi en Angleterre, mais aussi en Allemagne, mais aussi en Italie. Seulement, en Angleterre, il y a un parti conservateur avec Boris Johnson. En Allemagne, il y a le CDU avec Angela Merkel ou son successeur. En Italie, il y a le centre-droit avec Mario Draghi. Et puis en France, il y a les Républicains, un parti plutôt sans tête et sans idée. Et c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, sans tête et sans idée, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. On va parler donc de la situation de la droite et peut-être d'une des personnes qui peut incarner cette droite, c'est Valérie Pécresse. C'est le point qui titre « Et si c'était elle ?» Et si c'était elle, la candidate à la présidence de la République. On parlera aussi du retour du voile dans le débat public et puis du pass sanitaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Et pour parler de tous ces sujets, Anne-Charlène Bézina, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen. Anne-Père Briot, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes conseillère régionale Île-de-France et proche de Valérie Pécresse. Vincent Couronne, bonjour. Vous êtes doctorant en droit, vous êtes le fondateur des Sturlinières, vous êtes enseignant et journaliste. Et Jean-Charles Joanny, bonjour. Vous êtes éditeur, toujours, hein ? Bonjour à tout le monde, oui, toujours éditeur, toujours content et fier de l'être. Et heureusement, il y a un courageux qui est sur le plateau. C'est Laurent Mazori, bonjour. Bonjour Patrice, merci de m'accueillir. Vous êtes maire adjoint d'Elancourt, vous êtes vice-président de 50 ans en Yvelines et président de TV78. Avec grand plaisir. Voilà, j'ai tout dit. Donc, on va commencer par ce premier sujet. C'est vrai que la droite, cette étude de Fondapol est tout à fait passionnante. La droite est de retour. Et comme titrait le point à propos de Valérie Pécresse, et si c'était elle ? Ah, c'est vrai que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de Xavier Bertrand comme candidat de la droite. On parle aujourd'hui de Valérie Pécresse. C'est vrai que les élections régionales approchent. Et c'est vrai qu'elle a, dans cette interview, elle développe un programme qui dépasse évidemment la région. D'ailleurs, intéressant, c'est que les deux candidats favoris de la droite ne font pas partie de LR. Oui, c'est un fait, effectivement avéré, Patrice avait raison. Après, je ne suis pas certain que ce soit rendre service à Valérie Pécresse de la présenter dans le point, et d'ailleurs, merci, il y a un point d'interrogation, voilà, la présenter comme la présidente. Elle est aujourd'hui candidate à la région Île-de-France, elle entend, à ma connaissance, exercer pleinement ce mandat. C'est un petit peu moins vrai pour Xavier Bertrand, qui lui a clairement dit qu'il serait candidat à la présidentielle, mais je pense que Mme Pécresse est vraiment directement engagée dans sa candidature à la région, avant cette extrapolation, évidemment, journalistique. Évidemment. D'ailleurs, elle dit, elle aussi, que si jamais elle n'était pas élue à la présidence de la région, elle arrêterait, elle aussi, la vie politique. Anne-Père Briot, vous qui connaissez bien et côtoyez Valérie Pécresse, évidemment, c'est vrai qu'elle a un programme un programme pour la région. Évidemment, son premier challenge, c'est d'être réélue à la présidence de la région. Mais c'est vrai que quand on lit cette interview, il y a un programme qui dépasse la campagne régionale. Alors, vous savez, on a l'habitude de dire que l'Île-de-France, c'est une petite France. Parce que les gens pensent que l'Île-de-France, ça n'est que l'urbanité, j'allais dire, alors que 80% d'Île-de-France, c'est en fait des surfaces agricoles, rurales, etc. Donc, on dit souvent qu'Île-de-France, c'est une petite France. Alors ça, c'est l'anecdote. Concernant Valérie Pécresse, c'est vrai que, bon, d'abord, c'est une femme, et je regardais un sondage de 2020 qu'avait fait Harris et qui disait que aujourd'hui 70% des Français seraient prêts et sont prêts à élire une femme. Donc ça, c'est un point. Un autre point, je pense, bon, elle a été ministre et elle a un sens assez fort du régalien, et pour moi le régalien est une brique incontournable. C'est ce qui a fait défaut d'ailleurs à Emmanuel Macron. Je pense que pourquoi
on a l'impression aujourd'hui d'être un peu sur un bateau ivre, c'est parce que Emmanuel Macron n'avait pas cette connaissance des élus locaux, du territoire français, du maillage du territoire français, n'avait pas forcément la culture du régalien, l'armée, la police, etc. Et je pense que c'est indispensable pour prendre ce type de fonction. Et puis, qu'est-ce qu'on dit en général? Que pour avoir une fonction de chef d'État, en fait, il faut avoir fait ses preuves. Je pense qu'elle a été ministre, qu'elle a un bilan au niveau de la région qui est assez étonnant en 5 ans. Pour ne citer qu'un exemple, elle est arrivée à venir à bout de ce fameux déménagement. Et je peux vous dire qu'il faut être une sacrée chef pour être arrivée à avoir fait déménager la région Île-de-France. Ah oui, 16 sites en un. Donc rationalisé, elle a un bilan, elle a fait 2 milliards d'économies cumulées sur 5 ans, donc elle a ses preuves, elle a une vraie vision politique. Et puis enfin, c'est une grosse bosseuse. C'est-à-dire qu'en politique, malheureusement, je trouve que les politiques ne travaillent pas assez. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont élus, c'est comme un aboutissement. C'est un peu comme le mariage, quoi. On est marié, hop. Non, c'est le départ. Et elle n'a pas perdu une seconde de son mandat. Elle n'a pas cessé de bosser. Voilà. Et je pense que fort de toutes ces qualités, je pense que elle pourrait être tout à fait légitime par la suite si les Franciliens déjà lui font confiance. Anne-Sharon Bézida, alors c'est vrai que voilà, les Français pourraient en effet porter une femme à la présidence de la République, encore que dans une élection qui se joue parfois à 1 ou 2%, il y a peut-être 1 ou 2% des gens qui disent encore je voterai peut-être pas pour une femme. Enfin, c'est très, très intéressant de savoir parce que les déclarations qu'ils font dans les sondages sont pas forcément le comportement réel qu'ils ont. Le problème de cette droite, justement, c'est qu'il y a déjà Xavier Bertrand, c'est que peut-être Valérie Pécresse, peut-être un candidat du LR, que certains vont aller vers des primaires, d'autres pas. C'est-à-dire qu'il y a une division quand même, il y a une tête à trouver. En effet, c'est vrai que de toute façon, dans notre histoire constitutionnelle de la Ve République, on a des candidats généralement qui sont désignés assez tardivement. Les familles politiques ont un peu l'habitude de s'entrechoquer avec des candidatures multiples. Je pense par exemple à l'élection de 74 avec Jacques Chaban-Delmas, avec ces questions aussi qui font que souvent la presse fait émerger un candidat idéal et ça n'est jamais lui qui au final soit remporte l'élection, soit remporte même l'investiture de son parti. Donc je crois que la Ve République nous a appris à nous méfier du candidat favori qui généralement ne connaît pas un destin heureux. On pourrait citer aussi Michel Rocard ensuite. Bon, et Valérie Pécresse, j'ai peur qu'elle puisse faire, en effet, Balladur, j'ai peur qu'elle puisse faire figure de candidat un petit peu trop. C'est un peu tôt, à mon avis, pour la déclarer, notamment parce que ça se déclare par voie de presse, et elle peut jouer un peu cette figure du modèle, mais qui finalement n'aboutit jamais. Donc c'est la grande question. Est-ce que finalement ça n'est pas un peu tôt? On peut penser à Xavier Bertrand aussi pour se lancer dans une campagne alors qu'il n'y a pas encore d'unité, alors qu'il n'y a pas encore véritablement de position partisane. Alors il y a aussi autre chose que cela veut dire, c'est la République en marche, quand elle a commencé en 2017, elle a fait exploser le système partisan de la Ve République. On n'a plus eu de bipolarité PS républicain. Et donc, le PS a explosé le premier et les Républicains se sont un peu, on va dire, structurés en une opposition avec notamment l'opposition sénatoriale. Et on a eu le sentiment que c'était un parti qui existait encore un petit peu. Or là, moi, j'ai le sentiment qu'il est en train un petit peu de faire preuve de son éclatement également. Et donc, ça confirmerait que l'AREM a fait exploser le système partisan de la Ve République. Et il faut dire aussi autre chose, pour l'élection présidentielle, ça n'est pas certain que l'étiquette partisane, de droite, de gauche, du milieu, soit vraiment pertinente. Parce que les Français choisissent avant tout un destin, une personnalité à laquelle ils vont s'attacher. Et donc, une femme, un homme, je suis pas sûre non plus que ça soit vraiment la bonne question. C'est est-ce que
les Français vont finalement considérer que le changement viendra de cette personne-là, parce que la vraie caractéristique française de l'élection et de toute notre histoire, c'est que nous votons en réaction à ce que nous avons vécu. C'était pareil pour les constitutions, on a toujours fait des constitutions inverses à la précédente, et c'est pareil pour les élections. Donc il faut que quelqu'un soit capable d'incarner ce changement, un changement même qui apparaisse radical, pour que les Français utilisent la solution « tiens, on n'a pas encore essayé ça », et c'est celui-là, à mon avis, qui emportera le haut du panier. C'est pour ça, vous avez raison de rappeler ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, la difficulté des sortants à se faire réélire, parce qu'on cherche toujours un changement dans les élections présidentielles. Laurent Mazori, vous faites partie de l'UDI, qui est allié au LR. C'est vrai qu'il y a eu un sondage qui est paru hier dans le Parisien, un sondage Ipsos, qui est terrible pour le mouvement Les Républicains, parce que au fond, les 65% des sympathisants disent que il pourrait très bien aller aussi bien vers le RN que vers Macron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure idéologique, il n'y a pas eu d'idée, tellement de travail d'idées depuis 4 ans, au fond, depuis l'élection de Macron, dans ce mouvement. Mais j'irai dans le même sens que ce que Anne-Charlène vient de nous exposer. C'est un petit peu la conclusion de ce délitement. Mais je pense que ce qu'il manque avant tout, c'est le leader ou charismatique, que ce soit un homme ou une femme. Oui, c'est pas Jacob. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je respecte son travail, mais c'est pas le leader charismatique. Je vous embête pas, pardon. On a déjà eu ce débat. Je pense que dans une élection présidentielle, mais dans toute élection, mais particulièrement dans celle-là, la partie marketing, ce qui n'est pas forcément péjoratif du candidat, effectivement, son histoire, son engagement, sa façon de s'adresser aux médias, s'adresser à la façon dont on parle aujourd'hui de manière moderne aux médias, c'est essentiel si on veut effectivement ensuite porter les idées de son parti. Moi, je pense que le Parti des Républicains ne manque pas d'idées, à l'UDI non plus, d'ailleurs dans tous les partis il y a des idées, mais je pense qu'effectivement les idées du Parti des Républicains correspondent aujourd'hui à ce que les Français attendent. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un, évidemment, pour pouvoir les incarner. Mais les incarner, c'est pas simplement incarner les idées, c'est les porter. Et c'est en cela qu'on a besoin de figures particulièrement efficaces et qui parlent à l'ensemble de la population. Un deuxième point, Patrice, sur lequel je voulais revenir, quand vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être un risque, au contraire une chance que ce soit une femme. Je pense que ce qui est plus problématique probablement dans l'élection présidentielle, c'est peut-être souvent Paris contre la province. Et j'ai toujours noté qu'il est très compliqué d'être un candidat issu de Paris ou de l'Île-de-France. Sarkozy. Alors c'est un cas particulier, j'allais dire, parce que alors là, on parlait de rupture, on était vraiment en rupture avec ce qu'on avait connu avant. Donc on est bien dans ce côté charismatique. C'était traité un atout parce que c'était une rupture par rapport à Chirac, par exemple. Oui, tout à fait. Que Chirac était maire de Paris. Mais Chirac était maire de Paris, mais pour tout le monde, il était corrézien. Voilà. Et donc je crois que, et c'est pour ça aussi que la personnalité de Xavier Bertrand, il faut vraiment la regarder de près, parce que son côté, je suis parti dans le Nord et j'ai fait dans le Nord une région qui aujourd'hui apparaît comme d'abord avoir fait une forme de consensus un petit peu de l'ensemble des partis, d'ailleurs de s'être exprimé en rupture et en opposition avec le Rassemblement national. Alors Valérie Pécresse a fait la même chose, mais elle a peut-être ce défaut. Elle a effectivement la plus belle région de France. Elle a un parcours, à mon sens, qui, comme on le disait tout à l'heure, est extraordinaire. Elle a montré que c'est une femme d'État, bien entendu. Elle gère quand même la première région d'Europe. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute sur la qualité de cela. Après, il faut effectivement faire admettre au reste de la France que je suis bien une candidate pour l'ensemble des Français, et donc il faut être capable, et c'est là où il y a un peu un piège avec ces régionales, il faut à la fois porter le programme régional et gagner ces régionales, et ensuite être capable de s'en extraire si on veut être candidat à la présidence. C'est un vrai challenge, en tout cas. Et vous avez raison de dire, par exemple, Xavier Bertrand joue ou surjoue presque le côté « je viens de province, je viens du Nord », etc. Oui, bien sûr, je suis proche des Français. En gros, ça va un peu ensemble. Vincent Couronne, justement, dans le sondage dont je parlais de Ipsos, qui est paru dans le Parisien notamment, et sur France Info, justement, il y a ce reproche, au fond, c'était de montrer que le Parti républicain n'a pas choisi, parce qu'il est écartelé entre ceux qui sont partis chez Macron, comme Le Maire, comme quelques autres, et puis ceux comme Éric Ciotti qui disent il y a la seule différence entre le RN et nous, c'est que nous, on a l'habitude de gouverner. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il ne va pas y avoir besoin d'une clarification à droite avec une partie qui va partir vers le RN, l'autre vers la République En Marche, peut-être, ou vers autre chose, vers le centrisme, et ce qui provoquerait un éclatement, justement, du mouvement LR et de la droite? Cet éclatement du mouvement LR, on le voit déjà effectivement à l'œuvre, comme disait Anne-Charlène Bézina tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 4 ans, on voit vraiment que la République En Marche arrive à faire éclater, et au grand jour en tout cas, les divisions au sein des Républicains. On l'a bien vu dans la région PACA par exemple. Mais la clarification, elle viendra probablement après les régionales.
C'est-à-dire que les régionales, ça va permettre à chacun de mettre des essais et puis ensuite de marquer des points et de voir où penche la balance, de quel côté, de quel candidat, etc. Donc, de ce point de vue-là, il y a probablement une clarification qui va avoir lieu, mais elle aura lieu, à mon avis, après les régionales. Et c'est pas les programmes pour les régionales qui nous permettront d'y voir plus clair. Ensuite, il y a une question qui me paraît centrale, c'est le positionnement des Républicains vis-à-vis du Rassemblement national. Si ce sondage a montré cette porosité entre les Républicains et puis d'un côté le Rassemblement national et de l'autre la République en marche, c'est bien que il y a effectivement un souci programmatique côté les Républicains, une clarification qui n'a pas été faite sur des questions comme par exemple des questions identitaires, des questions d'immigration, des questions de sécurité, etc. Et quand on voit que Xavier Bertrand, par exemple, lance sa campagne pour les régionales en disant que son souci principal, ça va être la sécurité, que en Île-de-France, Valérie Pécresse essaye aussi de mettre l'accent sur ce sujet-là, mais aussi sur les questions environnementales, parce qu'il n'y a pas que la question sécuritaire. Eh bien, on voit que il y a une sorte peut-être de flottement actuellement qui fait que cette porosité avec le Rassemblement national est peut-être un peu facilitée. Voilà. Jean-Charles Lajonie, justement, il y a cette étude aussi de Fondapol qui montre, par exemple, les gens qui se revendiquent de droite, il y en avait 33% en 2017, ils sont 38% aujourd'hui, c'est-à-dire 5% en 5 ans, ce qui est quand même de plus, ce qui est quand même assez considérable, que ces idées de droite sont majoritaires. Et donc, on est dans une situation comme ça qui est idée de droite, en gros majoritaire, on va revenir, parce que c'est l'immigration, c'est l'islam, c'est la sécurité. Et au fond, personne, finalement, à droite, qui se détache pour incarner ces idées. Alors, plusieurs choses. Quelqu'un de droite, on a quelqu'un qui est parfait, c'est Emmanuel Macron, qui est un président de droite clair et net, ça, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est très difficile pour les Républicains de trouver quelque chose, parce que effectivement, on a vu Édouard Philippe, on a vu Le Maire, on voit Darmanin, on voit des tas de gens de droite qui avaient des idées à droite et qu'on trouvait tout à fait respectables quand ils étaient à droite, qui ont rejoint le président Macron, et voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, je ne suis pas un fanatique de tout ce qui est fait par Macron et son gouvernement, notamment sur les problèmes de sécurité, d'islamisme et de laïcité. Il y a beaucoup de boulot, et c'est probablement ça qui fait que le Front National est sur une pente hyper agréable, enfin va gravir la pente de façon assez facile. Après, pour en revenir juste à Valérie Pécresse, elle paraît absolument parfaite comme présidente de région. Bon, j'espère simplement, c'est un peu de l'anecdote, mais qu'elle a d'autres faits de gloire que d'avoir réussi un déménagement comme argument, parce que c'est quand on voit Michel Barnier qui réussit le Brexit et Valérie Pécresse... Je peux faire la liste, hein. Bon, non, c'était une petite pique, mais voilà. Mais sinon, après... moi, ça m'énerve un peu qu'on nous dise oui, c'est une femme, mais je m'en fous que ce soit une femme. C'est quelqu'un de passionnant, quelqu'un d'intéressant, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Je veux dire, je veux pas voter pour quelqu'un parce que c'est une femme ou contre parce que ce serait une femme. Donc, ça a l'air d'être une très très bonne présidente de région. Elle a pour l'instant un bilan qui paraît excellent. Il y a encore des choses à faire. Après, la véritable question, c'est est-ce qu'une bonne présidente de région peut être une bonne présidente de la République? Voilà. Est-ce que peut-être que son poste idéal est celui-là, et que peut-être après, ce qui me choque aussi ce qui me déçoit un petit peu, c'est dans l'interview donnée au magazine Le Point, elle dit clairement qu'en aucun cas ne pourrait être Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est un peu dommage parce que, alors, en même temps, c'est parce qu'elle le dit maintenant qu'elle refuserait le poste après les élections. Mais il y a quand même un peu dommage tout de suite d'essayer de se démarquer. Je veux dire, on a l'impression que c'est presque un problème de personne et que le problème des idées. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un jour un débat entre Madame Pécresse et Monsieur Macron pour voir les différences d'idées fondamentales. Pour l'instant, je n'en vois pas. Et c'est tout le problème de la droite, c'est qu'il n'y en a pas. Alors qu'après, vous êtes tous là en train de dire oui, c'est terrible, il y a des gens de droite qui vont aller au Front National. Mais bon, peu importe, je veux dire, c'est pas très grave. Il y a quand même beaucoup plus de gens de droite qui sont pour Macron ou encore pour Barnier, pour Pécresse ou pour Xavier Bertrand que de gens de droite pour le Front National. Et après, j'en termine juste là-dessus.
vous avez l'air tous étonnés en disant les idées de droite progressent, mais Mitterrand l'a dit le premier, tout le monde l'a dit, la France est résolument à droite. Alors après, comme chaque grande élection présidentielle, ça se joue à la marge et sur la personnalité des gens. Mais voilà, moi je ne suis pas du tout étonné que les idées de droite progressent. C'est même pas qu'elles progressent, c'est qu'enfin on réalise, après une chape de plomb pendant des années en disant de toute façon il n'est de bon ton que d'être de gauche et d'être dans le politiquement correct, dans le mainstream, etc. Et que là, voilà, on réalise qu'effectivement les idées de droite sont les idées partagées par beaucoup de gens et que voilà, après c'est ce qui est important. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement la France, c'est aussi l'Allemagne, c'est aussi l'Angleterre, c'est aussi l'Italie où on sent les mêmes progressions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que jusqu'à présent, c'était plutôt, on se disait c'est plutôt les personnes âgées qui votent à droite. Alors, la plus grosse progression, elle se fait chez les plus jeunes, et le pourcentage de plus jeunes, enfin de moins de 30 ans en gros, et de plus de 65 ans qui votent à droite est identique, ce qui est quand même très nouveau. Sans parler évidemment du Rassemblement national qui est le parti des jeunes et des ouvriers aujourd'hui. Mais Anne Perbry, pardon ? Oui ? Oui, juste, je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant en comparant ces élections régionales aux précédentes, c'est notamment la question du front républicain. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi bien pour la région Xavier Bertrand que pour la région PACA, il y avait eu ce champ lexical qu'on avait retrouvé pour l'élection présidentielle de 2002, de faire front contre le Rassemblement national, justement, en prétendant que donc ce parti n'étant pas républicain, un front gauche-droite, gauche-milieu, milieu-droite, devait s'opposer à ce parti. Et je note quand même que dans le discours politique, c'est ce mot-là qui n'apparaît quasiment plus, qui n'apparaît pas en tout cas dans l'actualité, ce qui fait qu'au fond, lorsqu'on a en PACA, par exemple, une ligue droito-centriste pour, soi-disant, en tout cas, faire front contre le RN, eh bien, ça n'apparaît plus dans les idées du temps. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a un glissement en faveur peut-être de la fameuse dédiabolisation du RN, qui fait que le LR a encore moins de fenêtres, puisque c'était un peu la seule chose qui restait à la droite, c'est que c'était la droite qui n'était pas la droite de l'extrême, et c'était elle qui avait bénéficié de ce front républicain lors des dernières régionales. Donc, si on n'a plus ce front anti-RN, est-ce qu'il reste encore un parti des Républicains ? C'est ça la question qui s'était finalement déjà posée au régional de 2014. Donc, je trouvais que le parallèle méritait vraiment d'être mis en lumière. Absolument. Pour comprendre ce positionnement. Et vous avez raison de souligner ce point, d'autant que les études montrent que justement ce plafond de verre est en train peut-être de se briser. Et par exemple, la bourgeoisie, qui jusqu'à présent ne votait pas RN, commence à être attirée par le RN. Enfin, vous pouvez considérer, c'est vrai, le Rassemblement national comme, je sais pas, un peu populaire, un peu peut-être vulgaire. Voilà, mais ce plafond de verre est en train de sauter. Anne Perbrio, je voudrais qu'on revienne sur ce que disait Jean-Charles Lajoigny, c'est-à-dire, au fond, il n'y a pas de différence entre Pécresse et Macron. Alors, justement, je voulais réagir un petit peu par rapport à quelques remarques. Déjà sur LR, effectivement, LR, je pense que alors Valérie Pécresse a quitté LR parce que il y avait une espèce d'asphyxie, toujours d'entre-soi, d'asphyxie, au lieu d'aller rechercher des talents à l'extérieur, au lieu d'être clair sur cette fameuse porosité avec le Rassemblement national. Et c'est pour ça que Valérie Pécresse a quitté LR, justement, pour s'affranchir de ces deux choses-là, c'est-à-dire oxygène, bon sens, simplement ce que les Français recherchent, et une position très claire vis-à-vis du Rassemblement national. Elle n'a cessé de le dire. Après, pour ce que disait Jean-Charles, justement, concernant Emmanuel Macron, pourquoi elle a été très claire ? Parce que tout simplement, elle n'a pas le même projet, en fait. Elle n'a pas le même projet. Si elle n'était pas claire, on dirait oui, elle essaye de ménager la chèvre et le chou. Là, elle a été extrêmement claire. Elle est très claire sur le Rassemblement national. Elle est très claire sur le fait qu'il n'y aura pas d'alliance ni au premier ni au second tour, parce qu'elle n'est pas encore candidate pour les présidentielles. Pour l'instant, elle vient d'être déclarée candidate pour les régionales, donc voilà. Et donc, je pense qu'au contraire, elle a une position claire, elle a une vraie vision. Et je parlais tout à l'heure du régalien, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a osé. À droite, personne n'ose parler
du lien supposé, factuel, entre immigration, entre terrorisme et immigration. Elle a osé le dire, justement, pour, j'allais dire, ne pas laisser l'exclusivité de la sécurité et de ce sujet qui est extrêmement prioritaire pour les Français. En fait, elle est également très claire là-dessus. Et là-dessus, elle ne partage pas du tout l'idée du régalien avec Emmanuel Macron. Et je pense que c'est ça qui les divise. Parce qu'après, sur la vision, j'allais dire, libérale de l'économie, elle partage pas mal d'idées là-dessus. Oui, il y a des points communs, oui. Voilà, il y a des points communs. Et puis après, je pense qu'aussi, elle est très forte sur le social, c'est-à-dire tous les sujets sociaux qui concernent directement les Français, quand elle s'intéresse à la précarité, quand elle s'intéresse aux femmes dans la rue, quand elle s'intéresse au harcèlement scolaire, etc. Toutes ces petites choses, ça peut vous sembler des choses secondaires, mais qui sont essentielles pour le bien vivre, le quotidien des Français. Voilà. Et enfin, un truc important aussi, un élément important aussi, c'est que elle s'est vraiment positionnée à la région en disant il n'y a pas de sujet de droite et de sujet de gauche. Voilà. L'environnement, c'est un sujet de droite autant que de gauche. Le logement social, c'est un sujet de droite autant que de gauche. C'est en même temps macronien. Ça, c'est important. Non, c'est du bon sens. Du bon sens. Oui, absolument. Oui, on oublie un peu le centre, vous avez raison de le rappeler. Justement, Laurent Mazory. Monsieur Lachauny va nous dire que Macron est centriste dans 30 secondes. Oh, il est un peu centriste. Alors, Laurent Mazory. Il est peut-être centre droit, enfin on verra. Justement, ce que disait Anne-Père Brio, c'est vrai que Valérie Pécresse a fait le rapprochement entre l'immigration et le terrorisme. Et c'est vrai qu'elle a aussi une phrase qui est peut-être importante et qui est bien dans l'air du temps de ce retour visiblement de la droite, c'est nous avons perdu la fierté française. C'est vrai qu'il y a ce sentiment-là très fort dans la population. On a fait récemment un sondage, j'ai oublié l'organisme en question, qui dit effectivement que le sentiment de déclin de la France, je crois, frappe 7 Français sur 10. C'est-à-dire qu'on est tous conscients, enfin on a l'impression on n'est pas capable de faire un vaccin, enfin jusqu'à présent, Sanofi, ça y est, se rattrape. Mais même si c'est un Français qui était à la tête de Moderna. Mais néanmoins, effectivement, on a tous ce sentiment-là. Alors, un des rôles d'ailleurs de nos élus et de nous-mêmes en tant qu'élus, c'est de redonner cette fierté française, c'est de ne pas l'abandonner non plus aux extrêmes, parce qu'effectivement, on a eu tendance très souvent. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans la candidature de Valérie Pécresse, on retrouve cette prise en compte de cette notion du régalien dont parlait Anne-Père il y a un instant. C'est important de redonner confiance aux Français en la France. C'est important de rappeler que non, quand on est Français, on n'est pas dans une logique d'échec. On est au contraire dans une logique que beaucoup de pays nous envient. Et donc le rôle du politique, c'est aussi de donner des perspectives. Je pense qu'en cela, effectivement, la candidature de Valérie Pécresse est probablement la candidature qui donne le plus de perspectives, le plus d'envie et qui montre que le possible existe encore, que bien au contraire, la France demeure effectivement un acteur majeur. Pas forcément la scène internationale, c'est évidemment important, mais surtout pour chacun des citoyens, c'est-à-dire l'unicité des chances, la capacité à tous de pouvoir réussir sa vie en France. Et le deuxième point sur lequel je voudrais revenir aussi, Patrice, vous avez raison de le dire, il ne faut pas abandonner, on a enfoncé, on l'a dit 10 000 fois ces portes ouvertes-là, mais il ne faut pas abandonner le régalien au Rassemblement national, il ne faut pas abandonner la sécurité au Rassemblement national, il ne faut pas abandonner au Rassemblement national, et c'est ce qu'elle a fait effectivement, des liens qui sont évidents. Alors il n'y a pas que ça, mais quand même entre le terrorisme effectivement et une partie certes ténue d'immigration, mais qui de fait, si l'immigration était plus contrôlée, probablement ce terrorisme serait moins prégnant en France. Je pense qu'il faut avoir le courage d'assumer son identité politique forte du respect de la République. Et cette valeur-là, et là-dessus je vais rejoindre ce qui a été dit, cette valeur-là d'une République forte, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, c'est pas une valeur de droite ou de gauche, c'est une valeur fondamentalement républicaine. On n'a pas de raison d'abandonner au Rassemblement national la défense de notre démocratie. Elle est éminemment de droite, du centre, mais elle est aussi d'une gauche modérée. Oui, c'est ce que dit Valérie Pécresse. Et finalement, c'est en ne regardant pas la réalité en face qu'on fait monter le Rassemblement national. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui est un peu la réponse à ceux qui disaient mais c'est l'original est toujours plus fort que la copie. Si on reprend les idées du Rassemblement national, ça fait monter le Rassemblement national. Il y a les deux thèses qui se... Oui, enfin, sauf que non, le Front National, le Front National
a pris ces idées. Elles étaient déjà dans la société française avant que le Rassemblement national n'existe et que Jean-Marie Le Pen, parce que je rappelle quand même que c'est ça à l'origine, de la fin de la guerre d'Algérie, en fasse une forme de règlement de compte personnel de ce qui s'était passé pour créer un parti de toutes pièces, dont on voit d'ailleurs dans l'actualité très récente que c'est pratiquement une PME familiale, puisqu'on vient de découvrir à travers ce qu'on a lu dans le journal de dimanche, en l'occurrence hier, qu'il semblerait qu'il y ait une forme de financement individuel familial qu'on a retrouvé d'ailleurs, rappelez-vous, dans la présidentielle dernière, également à la France Insoumise, avec un espèce de cartel associatif Absolument. qui récupérait les fonds publics pour se rémunérer les uns les autres. On voit bien la limite, on verra jamais ça aux Républicains, on verra jamais ça à l'UDI, et voilà, et donc on voit bien que le Front National, c'est autre chose qu'un parti politique. Et on verra d'ailleurs l'influence de l'affaire des financements européens sur la candidature de Marine Le Pen. Vincent Couronne, justement, ce que disait Laurent Mazori, voilà, là, une élection présidentielle, il faut faire un peu rêver. Est-ce que justement, on n'est pas dans une époque où les gens ne rêvent plus et que ça pose un problème peut-être d'adhésion? Est-ce qu'on va aller dans une élection présidentielle dans laquelle on va pas voter pour quelqu'un mais contre? Oula, vieux débat, Patrice. Je ne sais pas si, en plus de ça, la période de la crise sanitaire est propice à l'imagination, et à l'imagination peut-être, mais au rêve peut-être un peu moins. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a une question intéressante par rapport au rêve, justement. C'est ce que beaucoup de candidats aujourd'hui nous font, ce sur quoi ils nous font rêver, c'est la question des valeurs. On en parlait à l'instant. C'est-à-dire qu'ils sont tous à dire qu'il faut améliorer la transmission des valeurs, que nos valeurs se perdent, etc. Mais en réalité, quand ils disent ça, en fait, électoralement, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que chacun y met ce qu'il veut dans ces valeurs-là. De quelles valeurs est-ce qu'on parle ? Et donc, en réalité, je pense que chacun peut s'imaginer quelle est la propre, sa république ou les valeurs qu'il a envie que le politique défende. À partir du moment où le politique, lui, ne prend pas vraiment position, c'est assez facile. Moi, je suis, à la base, j'ai une formation de juriste. Donc, si je prends les valeurs en droit, qu'est-ce que c'est ? C'est celles qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est celles qu'on retrouve dans la Convention européenne des droits de l'homme, au préambule du traité sur l'Union européenne, etc. C'est la démocratie, c'est la protection sociale, mais aussi la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'opinion, le droit à la vie privée, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, en réalité, ces valeurs qui sont censées bien nous faire rêver éventuellement, et dont les candidats aujourd'hui nous disent que elles sont en perte de vitesse, elles sont malmenées, et qu'il faut les renforcer. Eh bien, ces valeurs, très souvent, en réalité, elles ont été malmenées par ces mêmes candidats. Je veux dire, quand le Parti socialiste était au pouvoir avec François Hollande, il a porté atteinte gravement à la protection de notre vie privée, en mettant en place un système de surveillance que Emmanuel Macron continue et renforce encore, la protection sociale, la liberté d'opinion, la neutralité religieuse, etc. Tous ces éléments-là, y compris Nicolas Sarkozy et les promesses du Rassemblement national, tout en fait, quand on parle de protection des valeurs, en réalité, on ne sait pas ce qu'on met dedans, d'une part, et d'autre part, c'est le premier problème, et d'autre part, très souvent, en réalité, ce sont les politiques eux-mêmes, en fait, qui portent atteinte à ces valeurs-là. Donc, nous faire rêver sur un avenir de la France glorieux ou quoi que ce soit, en fait, je trouve ça un petit peu creux, et chacun met un petit peu ce qu'il veut dedans. Oui, mais voilà, les gens ont peut-être envie aussi d'être fiers de leur pays, d'avoir quelqu'un peut-être qui les incarne. Enfin, c'est un peu ça aussi l'élection présidentielle. Ça ne se joue pas que sur la rationalité. Je crois que c'est tout à fait juste et Anne-Père Briot le disait tout à l'heure, il y a ces blancs-bonnets et bonnets blancs économiquement entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Mais en revanche, je pense que Valérie Pécresse a sûrement une carte à jouer sur la fierté d'être français. Et à l'évidence, le président Macron n'est pas quelqu'un qui est passionné par la France ou par l'esprit français. Je pense que les Français se contrefoutent de savoir qu'on soit capable ou pas de faire un vaccin, on arrivera bien à en faire un, c'est pas grave. Mais c'est cette politique de la culpabilité permanente, de la repentance, des excuses à tout bout de champ sur tout ce qui a pu se passer, etc. C'est un désaveu de ce qui fait la France. Le président Macron dit qu'il n'y a pas de culture française.
critique les Français. Et c'est de ça dont les Français ont besoin, de quelqu'un qui dise on est Français, on peut être fier de l'être, et on peut être fier de l'être. La France est un beau pays, un pays magnifique. Il y a des gens qui aiment la France, il y a des présidents qui aiment la France, et visiblement le président Macron, il est peut-être il a une vision vraiment différente. On le sent pas animé d'une passion pour l'âme française. Et je pense que c'est très important. Et qu'effectivement, Valérie Pécresse semble être beaucoup plus tatillonne là-dessus. Et je dis tatillonne au sens le plus sympathique du terme. Elle semble intéressée par ça, cette âme française qui existe et ce passé français qui n'est pas acheté systématiquement. Et il faut arrêter. Moi, j'aimerais qu'on n'ait pas un président qui passe son temps à s'agenouiller pour s'excuser de tout ce qui a pu être fait, etc. Mais qui, au contraire, de temps en temps, disent voilà, on a fait ça, c'était très bien, on va faire ça, c'est encore mieux, etc. Et là, depuis 5 ans, depuis 3 ans et demi, pardon, c'est un peu oublié. Et je pense qu'effectivement, des gens comme Valérie Pécresse, personnalité, il y en a probablement d'autres, peut-être aussi Barnier, dont on n'a pas parlé, mais voilà, qui peut-être aussi peut avoir un rôle à jouer, peut-être à côté de Valérie Pécresse, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis, dernière chose, je pense qu'il faudrait arrêter, si la droite veut s'en sortir, en tout cas les républicains et tous les gens qui tournent autour, uniquement de critiquer le Front National. Ce n'est pas en critiquant un parti qui est sur ces extrêmes qu'on arrive à fédérer des gens. Moi, je me contrefous de ce que pense le Front National. Ce ne sont pas mes idées. Voilà. Mais je voudrais que les Républicains arrêtent de me dire oui, le Front National, ceci, le Front National, c'est le principal agent électoral du Front National, sans être les élus républicains. C'est quand même un peu dommage. Jean-Charles, pardon, mais ce qu'on reproche parfois aux Républicains, c'est pas tellement de critiquer, c'est de partager les mêmes idées. Quand vous écoutez Éric Ciotti, je vois pas tellement la critique des Républicains. Quand il n'y a pas de différence entre nous, sauf qu'on a plus d'expérience du gouvernement. C'est pas une critique très très forte du Rassemblement national. Non, on n'est pas forcé de tomber dans la caricature en citant Ciotti. Donc, le gouvernement n'a rien fait. Enfin, pardon, mais Jean-Charles, c'est un petit peu là, Jean-Charles, c'est un peu toi qui caricature aussi un peu Emmanuel Macron quand tu dis qu'il n'aime pas la France ou qu'il a déclaré qu'il n'aimait pas la culture française ou quoi que ce soit. Je pense que il a dit la culture française n'existe pas. Il avait dit ça. Voilà. Non, mais la culture française n'existe pas. Je ne peux pas laisser dire une chose pareille. Oui, mais une phrase sortie de son contexte, évidemment. Alors, je veux dire, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui, même si on n'aime pas Emmanuel Macron politiquement, qui est quand même assez cultivé et quand même une très très bonne connaissance de l'histoire française et de la littérature française, de dire ce genre de choses sans contextualisation. Je pense qu'il y a un danger assez important, assez grave à délivrer comme ça des brevets de francité aux candidats ou aux politiques qui nous représentent. C'est complètement ridicule. Est-ce qu'un tel est plus français qu'un autre ou plus apte à être français qu'un autre parce qu'il défend mieux la France qu'un autre? Enfin, on tombe ici dans les travers nationalistes. On tombe ici dans les travers nationalistes que je trouve extrêmement dangereux. S'il faut faire une déclaration d'amour à la France tous les matins quand on se lève pour prouver qu'on est à sa place, enfin, pardon, mais moi je trouve ça extrêmement dangereux. Non, mais je préfère mille fois des déclarations d'amour à la France quotidienne. Anne-Père Brio. Non, juste, Vincent, Emmanuel Macron a quand même dit qu'il voulait déconstruire l'histoire de France. Donc, c'est assez... Là, on n'a pas besoin de contexte pour comprendre l'intensité de cette phrase-là, quand même. Déconstruire l'histoire de France. Oui, mais ça ne veut pas dire la détruire. Ça ne veut pas dire la détruire. Enfin, encore une fois, sa citation, moi, je l'ai pas, je ne sais pas de quoi il parlait, je l'ai pas entendu. C'est un journal américain, Mais voilà, ça ne veut pas dire détruire. Ce que fait Emmanuel Macron, bon, je regarde les faits, ce qu'il fait par exemple sur la guerre d'Algérie, ce qu'il fait par exemple, même ce qu'il a fait sur Vichy, etc., c'est pas une destruction de l'histoire de France, c'est une compréhension de notre histoire pour qu'on puisse la regarder en France. Moi, quand je regarde le Royaume-Uni, par exemple, aujourd'hui, qui a un gros problème d'identité, qui a une énorme nostalgie sur sa période impériale. Si vous allez au Royaume-Uni aujourd'hui, il y a des drapeaux britanniques partout. Il y a une fébrilité extrêmement importante par rapport à leur propre histoire qu'ils ont du mal à regarder en face. Moi, je suis assez content qu'en France, on soit en mesure de regarder notre histoire en France avec ses avantages, ses travers, et qu'on soit aujourd'hui capable de faire la synthèse. Et ça fait que, on évite des décisions comme le Brexit ou comme des positions nationalistes qui sont forcément mortifères. Moi, il y a peut-être un point que j'aimerais ajouter, c'est que ce qui me frappe dans ce dont on est en train de discuter depuis tout à l'heure, c'est qu'on a parlé rêve, valeurs, amour de la France, qui, à mon sens, sont des éléments qui
par tout républicain et par tout démocrate mérite d'être partagé dans le monde entier. Donc, j'ai pas le sentiment qu'on ait discuté programme, en fait, depuis tout à l'heure, et ça me semble tout à fait frappant du débat politique tel qu'il existe depuis la République en marche. On a détruit les idéologies. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on n'a pas mesuré à partir de cette élection de 2017. C'est qu'en jouant sur tous les terrains, justement, parce qu'en même temps, et parce que c'est aussi un petit peu la famille du centrisme, de pouvoir toucher à tout, eh bien, on a déconstruit l'idée que la gauche serait sociale, que la droite serait plus capitaliste. Et donc, du coup, je crois qu'au fond, en France, on ne rêve plus, on ne pense plus par rapport aux partis politiques. Et là, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a en effet un grand danger parce que les Français se tournent vers les associations, vers les think tanks, surtout vers les médias et vers la presse et surtout les réseaux sociaux, malheureusement, ce qui font qu'aujourd'hui, on ne pense plus que par affiliation à un groupe social, que par rapport à des identités culturelles, avec du coup ce sentiment de devoir revendiquer d'être moi, d'être français ou de faire partie de tel groupuscule, et on touche aujourd'hui à un désert au niveau des idées. Donc moi je crois que si le parti Les Républicains ou même le parti PS ou n'importe quel parti souhaitait se placer dans l'opposition à ce qui se fait à l'heure actuelle, il faudrait trouver une idéologie de l'opposition. Ce que le Sénat a quand même essayer un petit peu de tailler, on va dire petit à petit, avec une opposition systématique opposition, sans pour autant développer une idéologie à part entière. Alors avec les valeurs, le côté républicain, il y a quand même eu des choses qui ont été travaillées par ce Sénat LR. Donc je crois que l'essentiel demain pour le parti qui devra et pour le candidat qui devra se positionner comme étant un opposant à Emmanuel Macron qui se représenterait, c'est de trouver une idéologie d'opposition, c'est de trouver de nouvelles idées, un positionnement qui soit différent. Et ça, je crois que c'est cruellement ce qui manque à la France en ce moment. C'est possible, et en plus, il y a une chose dont on est sûr peut-être, c'est que... Pardon ? Non, je disais, il y a peut-être une chose dont on est sûr, on parle de la droite, c'est que la gauche quand même est en péril et qu'elle ne sera probablement pas au deuxième tour des présidentielles, même si c'est un peu tôt après pour faire des prévisions. Je ne suis pas sûr que ce soit d'une tristesse totale à cette nouvelle, surtout si la gauche, c'est la France insoumise et les écologistes dont on voit le mal qu'ils font dans les villes qu'ils ont gagnées aux dernières élections municipales. Alors, c'est l'élu qui parle et le militant. On va passer au deuxième thème de cette émission, c'est le retour du voile. Alors, l'affaire s'est passée, on en a parlé, à Montpellier, des candidats pour des élections départementales avec LREM d'ailleurs, avec une femme voilée, réaction de Bardella du Rassemblement national, comment c'est impossible d'avoir une femme voilée qui se présente à des élections, qu'est-ce que fait LREM? Guérini, secrétaire général de La République En Marche, dit oui, en effet, ça n'est pas dans nos valeurs. Après, il y a des députés, des élus LREM qui contestent, qui disent après tout, c'est la France telle qu'elle est. Peut-être un point juridique d'abord, Vincent Couronne, avec vous. D'abord, est-ce que c'est légal ou illégal d'être voilé sur une affiche ? Et est-ce que enlever ce voile, ça serait, dire qu'on ne peut pas avoir une femme voilée, c'est de la discrimination ? Le son. Le micro, Vincent. Micro. Oui, pardon. Très rapidement, Patrice, on peut tout à fait avoir un voile, une croix ou une kippa sur une affiche électorale, simplement parce que quand on est candidat à une élection, on n'est pas soumis aux règles de la neutralité du service public, on n'est pas un agent du service public. C'est le cas de ceux qui vont tenir les bureaux de vote, mais c'est pas le cas de ceux qui se présentent aux élections. Donc, ils ont le droit de montrer leur signe religieux, c'est tout à fait possible. Et le Conseil d'État l'avait déjà jugé en 2010 par rapport à une élection, une affiche de campagne du nouveau parti anticapitaliste, en région PACA. Et si jamais un parti politique comme LREM, par exemple, décide de retirer son investiture à un candidat qui montrerait des signes religieux sur une affiche, eh bien là, aussi, il a le droit de le faire, a priori, parce que on n'est pas dans le cadre d'une discrimination au travail. Le parti politique n'est pas l'employeur du candidat, et donc il peut tout à fait retirer l'investiture à des candidats qui montrent des signes religieux, si c'est la ligne du parti. Sauf si c'est une discrimination, sur d'autres fondements, par exemple racisme, etc. Donc là, pour le coup, on tombe sur le coup de la loi pénale. Mais a priori, pas de problème.
Donc on peut être voilé sur une affiche et demander de retirer l'investiture n'est pas une discrimination. Voilà. Au moins les choses sont claires. Après il y a le débat. C'est vrai que le port du voile c'est montrer l'appartenance à une communauté, à une religion. Et en même temps c'est la France d'aujourd'hui. Comment par exemple, Laurent Mazory? Oui, alors d'abord, je pense que c'est propre à chaque parti politique de définir sa ligne politique. Donc on est dans le cadre là d'une réaction liée à la ligne politique. Je mettrai de côté le fait qu'effectivement M. Guérini a répondu au tweet de M. Bardella, ce qui à mon sens n'était pas très subtil. Bon, mais ça c'est un sujet, j'allais dire c'est connexe, c'est peut-être une réaction. Parfois les réseaux, le tweet oblige à répondre. Mais non, là c'est une problématique de ligne politique. La ligne politique effectivement de LREM, puisque c'est ce qu'ils veulent porter, c'est une ligne politique forte de laïcité. En tout cas, ils essaient de revenir vers ce qui n'a pas été fait. C'était notre débat précédent, probablement par Emmanuel Macron, dans la première partie du quinquennat. Il est donc logique, en termes de ligne politique, qu'ils réagissent face à quelque chose qui a dû passer sous les radars de la détection centralisatrice de LREM, en se rendant compte... Alors, l'affiche est très réussie, différent mais uni pour vous. On comprend bien le concept, etc. Mais évidemment, quand on est un parti qui apparaît aujourd'hui comme portant une loi contre le séparatisme, tout signe religieux ostentatoire, je ne me mets pas sur le terrain de la légalité, je me mets sur le terrain du marketing et de l'image, une fois de plus, envoie un message qui est contraire effectivement à la ligne que le parti veut porter, qui est celui de la laïcité, de l'unicité de l'ensemble du territoire, dans lequel on considère que les conceptions métaphysiques sont du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de chacun des citoyens, et donc par conséquent, l'affiche, effectivement, doit essayer non pas de gommer les différences, mais en tout cas de ne pas en faire un argument électoral. Et là, on voit bien que c'est un argument électoral. Donc, je comprends la réaction de ce parti, et au nom, je dirais, des valeurs de laïcité, je ne verrai pas d'un meilleur œil qu'effectivement, une dame ait une grosse croix au milieu de sa poitrine, et que monsieur à droite ait une kippa, et puis aussi un drapeau du PSG, parce que je préfère le PSG. Non, mais on est dans la notion d'unicité, et donc forcément, je pense qu'effectivement, en tout cas, symboliquement, pour un parti comme LREM, et je réagirai pareil en ce qui me concerne l'UDI, on doit montrer que le peuple français est un, c'est une unité de nation, et qu'ensuite chacun, en son fort intérieur, chez lui, là où il le veut, peut effectivement pratiquer la religion. Et la laïcité, je le rappelle, elle est là pour défendre l'ensemble des religions et éviter simplement le prosélytisme, et le laisser au choix individuel de chacun. Donc je les comprends tout à fait en réalité. Interlène ? Oh, pardon. Ajouter quelque chose, justement, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'on utilise à tort et à travers, et j'ai peur d'ailleurs que ce soit un des thèmes de la présidentielle, le terme de laïcité. Il faut rappeler, comme l'a fait Vincent, que la laïcité de la République, c'est une valeur du service public français, c'est-à-dire que dans notre Constitution, elle est très claire là-dessus, la France est une république laïque, mais tout cela ne s'applique que dans le cadre de l'État. Quand l'État nous donne un service, on a rompu depuis le début du XXe siècle avec l'idée que on est un État catholique, comme ça existe à Monaco, avec des lois sur les mœurs, comme le divorce ou l'avortement, qui soient teintées religieusement par l'État. C'est ça que nous avons arrêté au début du XXe siècle. La laïcité n'est pas une question qui anime le débat public français. En tout cas, ce n'est pas ce que nous avons voulu dans notre Constitution, dans nos valeurs. C'est simplement la fourniture par l'État d'un service qui se doit d'être neutre religieusement. Moi, j'ajoute que on n'a pas eu peur de parler des démocrates chrétiens pendant des années, au début des années 50, et même encore dans beaucoup d'autres partis en droit comparé, on peut penser aux Allemands, etc. Donc, la religion, la morale, l'éthique, les mœurs, la politique, l'économie ne sont pas des sciences sociales où vous avez des frontières étanches. Tout se mélange à ce moment-là. Et donc, alors évidemment, à mon avis, en termes de marketing, comme le dit Laurent, on a vraiment quelque chose d'assez maladroit ici, différent mais uni. Bon, c'est un slogan en plus assez repris de l'Europe et de beaucoup d'autres fédérations comme ça. Mais je crois qu'il faut rappeler que ce n'est pas quelque chose qui est gênant de considérer que la religion puisse faire partie parfois du débat. La seule chose qu'il faudrait qu'on tranche, c'est est-ce que nous avons envie, en tant que Français, d'une apparition de ces communautés dans le débat public? Est-ce qu'on a envie de se penser comme femmes, comme noires, comme discriminés? C'est ça la question, c'est créer cette unité du peuple français. Est-ce qu'il faut qu'on le fasse par la représentation des diversités ou est-ce qu'il faut qu'on le fasse en les gommant? Mais ça, c'est encore quelque chose qui relève de la question sociale et pas du positionnement laïque qui me semble être vraiment très différent. Anne Perbrier, justement, alors est-ce que, oui, signe d'appartenance communautaire ou au fond, représentation de la France telle qu'elle est?
ce voile? Alors, moi, je partage tout à fait l'analyse de Laurent. Pour moi, il y a vraiment pas la place pour les signes ostentatoires sur les affiches électorales. Il y a la société civile d'un côté, la société religieuse de l'autre, et je trouve que sur une affiche électorale, on reste neutre en termes de religion. Voilà, c'est une position. Jean-Charles, rapidement, pardon. Non, oui, allez-y. Qui se positionne effectivement sur l'aspect, j'allais dire. Attends, une seconde, Jean-Charles, pardon. Pardon, Jean-Charles. Juste, Anne-Charlène, effectivement, se positionne toujours un peu sur l'aspect juridico-social du dossier. Moi, je voudrais être très, très clair. Je rappellerai qu'après tout, les Américains n'ont pas le monopole des pères fondateurs. Les pères fondateurs de notre République, aujourd'hui, les pères historiques fondateurs, pour moi, issus de la Révolution française, et que je pense que, s'ils revenaient parmi nous et qu'ils voyaient une telle affiche, alors effectivement, à l'époque, ça n'aurait pas été un voile, hein, ça aurait été autre chose, ça aurait été un crucifix, ça aurait été les écoles religieuses systématiques, etc., issues de l'Ancien Régime. Ils se retourneraient tous dans leur tombe. Et donc, moi, je me positionne sur l'aspect philosophique et volontairement politique en affirmant haut et fort que tout signe religieux n'a pas sa place dans la sphère de l'engagement politique au nom de tous. Par contre, je le redis, Anne-Charlène, ensuite, chacun peut croire ou de ne pas croire. Ça ne pose pas de problème. Mais franchement, à titre personnel, et je pense au sein de l'UDI, nous ne souhaitons pas cela. Nous souhaitons une République une et absolument indivisible. Et là, je vois un signe, et là je reprends ce que vous disiez Anne-Charlène, qui tend effectivement à cette forme de division. Et tout à l'heure, on le disait, je vote pas pour quelqu'un parce qu'il est blanc, noir, c'est une femme, c'est un homme, il est catholique, il est musulman, je vote pour lui parce que je vais considérer qu'il ou elle est la meilleure personne pour me représenter et pour pouvoir effectivement garantir cette unicité. C'est un peu toute la différence qu'il peut y avoir entre l'égalité et le fairness des Américains, quoi. Moi, je ne suis pas pour le fairness des Américains, je suis pour effectivement cette égalité. Voilà. Et je trouve que l'image est forte, quoi, en l'occurrence. Pardon, je m'arrête là. Mais elle avait raison de rappeler sur le plan juridique et social, oui. Parler Jean-Charles juste après, mais juste si on se positionne justement dans la paternité de la Déclaration des droits de l'homme, je crois que c'est vraiment une erreur sur ce de compréhension de leur philosophie, puisque le préambule de notre Déclaration des droits de l'homme est placé sous la protection de Dieu. Et justement, la Déclaration des droits de l'homme est la manifestation de l'individualisme chrétien de cette époque-là. Donc je crois précisément qu'à cette époque, la religion faisait complètement partie du débat politique, et que c'est au contraire aujourd'hui que nous avons besoin de cet universalisme qui nous semble ne plus passer par l'identité religieuse. Ce que moi, je crois faire partie du débat social, c'est-à-dire qu'il semble qu'une grande partie des Français n'ait pas envie de ces représentations, et personnellement, sur un plan politique, philosophique, religieux, j'ai des positionnements qui peuvent être différents, mais je crois qu'en tout cas, il faut rappeler que ce n'est pas historique, ou la laïcité ne fait pas partie de ce qui doit faire partie d'une affiche politique ou pas. Ça, c'est un sentiment social, personnel, de conception aussi du vivre ensemble, qui est tout à fait variable d'une personne à une autre et d'un parti à un autre. Donc, rappelons juste que ça ne fait pas partie des fondements français. C'est une idéologie, c'est ce à quoi on a envie de croire, et certains sont choqués par cette affiche et d'autres non. Voilà, c'est la seule chose que je voulais replacer dans le débat. Alors, je suis plus de 1791 ou 1789, effectivement, je suis plus héritier des hussards noirs de la République. Tu as raison de le dire, je l'affirme haut ici, que effectivement de la Déclaration initiale des droits de l'homme. Jean-Charles, en une seconde, parce que je voudrais il nous reste 2 minutes, et je voudrais qu'on parle du pass sanitaire. Je crois qu'encore une fois, il faut arrêter de tourner autour du pot, et vous êtes tous là en train de faire des figures de style pour surtout ne pas parler de l'islam. C'est-à-dire que Anne-Charlène nous parle de la démocratie chrétienne, mais quel est le rapport? Enfin, je veux dire, c'est totalement scandaleux. Vous faites comme si ce voile, c'était exactement comme une discrète main de Fatma, une petite étoile de David autour du cou. Ça n'a rien à voir, on le sait bien. Arrêtez de vous voiler la face. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. C'est un truc de combat, ce voile sur une affiche. Et si Christine Moutet, ça peut être. Vous pouvez dire aussi, la France, elle est comme ça. On peut la constater, non? Non, et si on veut que le Front National fasse 98% des voix, mais ça c'est autre chose. On a parlé de la politique. Après, le problème à dire que c'est merveilleux et que c'est l'expression d'une religion comme si c'était une autre religion. Le voile est quelque chose, un instrument de combat.
arrêter de... Mais Christine Boutin était quand même arrivée Oui. pour discuter de la loi sur le Pacs avec une Bible à l'Assemblée nationale. Absolument. Donc après, il faut replacer les choses dans leur contexte. Alors, il faut une égalité. Et si on veut une laïcité, il faut C'était- une égalité. C'était la Quelle Van Charlen, cela dit que le quelle Parti analogie. démocrate chrétien en France n'a pas non plus une audience formidable. Alors, vite, pardon, il faut qu'on passe au dernier thème parce qu'il nous reste 1 minute. Le pass sanitaire, vous êtes pour, vous êtes contre? Alors les Français sont plutôt favorables à ce pass sanitaire. Après, il y a des critiques, notamment les ultralibéraux qui disent comment c'est une atteinte à les libertés. Vous pensez pas que le pass sanitaire c'est plutôt une liberté qu'une atteinte à les libertés, en un mot? Alors si on a un mot, moi je suis strictement pour, bien entendu. De toute façon, on ne pourra pas voyager si on ne l'a pas. Déjà, il y a beaucoup de pays où on ne peut pas y aller. J'enfonce encore des portes ouvertes. Et puis je préférerais, moi, si j'étais restaurateur, avoir des gens qui viennent de mon restaurant avec un pass sanitaire pour ne pas avoir de clients. Ensuite, je fais aussi quand même à un moment donné confiance à la confidentialité de tout ça. Et je vois pas là où est le crime. Je rappelle qu'on injecte, je crois, de force 11 vaccins aux enfants quand ils naissent. Et puis on a un carnet de santé. Ma fille était avec moi ce week-end encore. Elle me demandait son carnet de santé pour je ne sais plus quoi. Et ça ne pose problème Oui, à et puis personne. il y a les tests PCR, si on ne veut pas être vacciné. Il y a- Donc, voilà. Exactement. Et c'est avoir le souci de l'autre. Anne Charlène, en un mot? En un mot, j'ai le sentiment qu'on a pas mal perdu sur nos libertés individuelles depuis qu'on est en train de penser à la santé publique. Et je crois que c'est une bonne chose aussi de rappeler qu'il y a des impératifs supérieurs du collectif avant les libertés individuelles. Et ici, le pass sanitaire peut faire office de ce moment où la santé des autres est censée compter plus que notre liberté. Sachant qu'à mon avis, de toute façon, si nous sommes optimistes et nous avons besoin d'espoir aussi, ce pass sanitaire sera forcément quelque chose de provisoire lorsqu'on n'entendra plus parler de ce virus et que tout sera rentré dans l'ordre. Anne-Père Briot? Une petite réserve, surtout quand je lis les réserves de la CNIL, qui met l'accent vraiment sur le fait provisoire, qui pourrait ne pas être provisoire, etc. Et c'est vrai que voilà, faut rester prudent, vigilant en tout cas sur les libertés personnelles. Jean-Charles? Au départ, j'étais plutôt pour. Maintenant, je suis plutôt contre parce que si tout le monde est vacciné, à quoi servira ce pass sanitaire si ce n'est, comme le dit Anne-Père Briot, éventuellement, et je rejoins les réserves de la CNIL, ça servira à quoi? Si les gens ne veulent pas se faire vacciner, tant pis pour eux. Les gens qui seront vaccinés seront vaccinés. Donc, fondamentalement, à quoi est-ce que ce pass sanitaire pourrait servir? C'est peut-être provisoire, c'est peut-être pour un... Non, mais oui, on connaît Vincent les provisoires Couronne. qui durent des années. On connaît les provisoires qui durent des années. Ouais, et c'est vrai. c'est Vincent assez liberticide. Couronne? Oui, moi, ce pass sanitaire, il fait l'objet de pas mal de fantasmes. Ça n'est pas la transmission générale de données que l'on présente souvent. En revanche, je suis assez d'accord avec Anne-Père Briot et Jean-Charles Lajoigny, et notamment sur la vie de la CNIL. Il faut faire bien attention à l'accoutumance à ce genre de procédé, faire en sorte que ça soit bien temporaire. Vous savez, les libertés, on se moque de les perdre tant que c'est progressif. Et il faudra être bien vigilant là-dessus. Merci infiniment, merci infiniment Anne-Père Briot, Anne-Charlène Bézina-Duclerc, Jean-Charles Lajoigny, Vincent Couronne et Laurent Mazory. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.